Bonsoir à tous, ça va? Vous avez passé une bonne journée? Vous avez tous un bon sourire avec le regard de chaleur à part, vous avez l'air en forme, c'est bien. Pour celles et ceux qui sont au fond, si vous voulez, il y a 4 places devant si vous voulez avancer. Voilà. Allez, c'est bien, un courage impeccable. Bon, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cet événement bon. Je m'appelle Alice, je suis ambassadrice pour la communauté Business Ops. Et à côté de ça, je suis freelance en finance et en business et marketing ops. J'ai évidemment la double casquette, sinon on n'a pas le droit d'être parmi nous. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que d'abord, on va commencer par remercier Stockly, qui est l'entreprise qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Stockly, c'est une entreprise qui essaie de révolutionner le e-commerce en réglant les problèmes de stock pour éviter les ruptures de stock pour les sites qui vendent des marques. Et pour ça, ils font une plateforme qui met en lien les marques qui peuvent vendre les produits et les fournisseurs, et tous les fournisseurs possibles, et ce de façon transparente pour le client final. Donc voilà, à côté de ça, Stockly, c'est une boîte de gens très ambitieux et très exigeants, et ils recrutent en sales et en ops. Voilà. Donc, je vais voter à ce moment-là. Je vais vous parler du bon, en prenant les chiffres, pour vous parler de la communauté Slack. Aujourd'hui, on a 2400 membres. Si vous êtes venu au précédent événement, peut-être que vous avez l'impression que c'est moins que la dernière fois, et c'est franchement possible parce qu'on a créé la communauté pour n'avoir que des personnes qui sont vraiment actives. Et du coup, ça fait que on a 50% de ces 2000 personnes qui se connectent chaque mois pour soit consulter du contenu, soit poser des questions, ou apporter des réponses, ou mettre des petits emojis pour soutenir. Peut-être que là, vous voyez, il y a un autre chiffre, c'est 600 messages par jour. Franchement, c'est vertigineux, quoi. C'est pas parce que je suis en finance, c'est clairement l'amour des chiffres, c'est juste 600 messages par jour. Moi, je suis dans d'autres communautés en finance, et, ça se voit nulle part ailleurs, donc c'est trop bien. Je pense que ça dit qu'on est une communauté très active et très passionnée des sujets ops, et toujours prêt à échanger sur toutes ces thématiques. Donc, c'est trop bien, en fait, de continuer comme ça. Quand vous voyez des sujets, c'est décidé. Je pense que c'est vraiment un bon signe de vitalité de la communauté. Je dois impérativement vous dire que à la fin de cette conférence, vous devez prendre votre portable pour remplir l'étude sur les salaires de Ops. C'est trop bien d'avoir un benchmark comme ça, et on le fait tous les ans. Et là, on a besoin que vous le complétiez. Ça crée le benchmark. C'est cool de pouvoir le consulter. On ne fait pas un trick que seulement si vous l'avez complété, vous pouvez recevoir le benchmark. Pour le consulter any case, mais du coup, allez-y, chauffez-vous, chauffez vos équipes pour que ce soit un benchmark représentatif. Combien l'ont déjà rempli? Ok, les autres, vous savez comment ça va. Je pense qu'on va donner cette liste très tard, et seules les personnes qui l'ont rempli vont avoir. Bon, est-ce que je vous ai tout dit? Vérifier. Bon, on a déjà dit merci à Stockly, mais on va redire merci à Stockly parce que c'est trop cool. Et non, je suis tout bon. Je vais pouvoir laisser la parole à Tarek. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Tarek. Je suis un product manager à GetAccept. Je suis très content d'être ici. Comme tu peux entendre, je suis un Canadien. Le français, c'est mon deuxième langue. Je m'excuse pour ça. Mais je suis honoré pour introduire GetAccept. C'est une compagnie qui a été fondée, ça fait 10 ans. Et honnêtement, la raison que c'était fondé, c'est que les fondateurs sont des personnes, ils sont des vendeurs. Ils n'aimaient pas vendre en distance. Ce n'est pas personnalisé. Comme toutes les personnes commerciales, ils ne veulent pas travailler administratif. Ils veulent juste construire des relations et vendre leurs produits. Alors, GetAccept, c'est une plateforme Digital Sales Room. C'est quoi ça? C'est une place où, du moment de contact jusqu'à signer, tu peux collaborer avec tes prospects et construire cette relation. Et c'est une plateforme qui assure que tu peux avoir la confiance durant tout le procès et pour agrandir combien tu peux closer et pour mieux convertir. C'est une compagnie de presque 200 personnes.
C'est basé dans le Suède. On a une équipe très forte dans Marseille. On a une équipe dans les États-Unis. Et on a plus que 5000 clients tout partout dans le monde. Et au centre de la plateforme, c'est de prendre la complexité et avoir un espace centralisé. Et il y a des différents outils dépendant de la place que tu trouves dans la procédure de vente. Alors, si c'est tôt dans le procès, premier contact, premier démo, c'est pour partager l'information, partager les notes de la réunion, les détails de l'offre, qu'est-ce que tu as besoin, c'est quoi votre problème. Et tu vas aussi voir les contrats, les offres et finalement la signature. Et après signature, comment est-ce qu'on va aider le système d'être automatisé pour la facturation et toutes les autres procédures de vente. Je suis très content qu'on a des merveilleux présenteurs qui vont montrer exactement comment le produit peut faire ça dans de différentes façons. Et pour nous, c'est vraiment accélérer le cycle de vente. Et on a beaucoup de différentes façons pour faire ça. Dans mon équipe, on fait l'intégration avec le CRM. Et ça veut dire Salesforce, Dynamics, HubSpot, Pipedrive. Et donc, de façon facile, on va prendre l'information qui existe là et utiliser pour créer les offres, pour créer l'information. Et quand tu as cette place où tu collabores avec tes clients, toute l'information dans cet espace va être poussée vers le CRM. Et ça va agrandir et accélérer la vitesse de ton procédure. Et surtout maintenant, dans l'âge de IA, on a une IA spécifique pour les vendeurs et les vendeuses. Et tu vas trouver que c'est toujours le but d'accélérer le cycle de vente. Alors, avec ça, je vais juste très vite dire des choses qui viennent dans 2026. On a beaucoup de choses avec les IA de la CRM. Alors, Agentforce, on a un agent de GetAccept. On travaille avec HubSpot AI et Breeze. Pour Dynamics, ça veut dire Copilot. On a des fonctionnalités pour créer de nouveaux contenus en utilisant IA, mais c'est contrôlé et tu vas avoir confiance de ce que tu vas faire comme création et tu peux voir les autres choses. Mais tu vas voir dans les présentations qui viennent exactement le type de choses qu'on construit. Et avec ça, je donne à Héloïse et Olivia. Next slide. Bonsoir à tous. Je vais commencer du coup sur les 3 speakers qu'on va avoir dans la soirée et je vais vous parler de ce qu'on fait chez Sunday et comment on accélère notre cycle de vente. Déjà, pour vous donner un peu de contexte sur Sunday, on a 3 pays, donc France, US et UK, ce qui fait qu'on a des spécificités de nos offres par pays, mais tout est quand même à peu près cadré. On a à la fois SMB sur des cycles de vente quand même assez courts et Enterprise qui peuvent aller beaucoup plus loin. Et les contrats dépendent énormément de beaucoup de produits et d'options. Enfin, c'est très complexe l'offre qu'on a. Donc, on vend on est une solution de paiement pour les restaurateurs. Donc, on a à la fois le dashboard pour les restaurateurs, on a les QR codes que tout le monde connaît quand on paye au restaurant, on a le chips pour les serveurs, etc. Et donc, on a à la fois du hardware et du software, du one-shot, du recurring, des prix fixes ou des prix qui dépendent de la consommation des cartes utilisées, etc. Donc, c'est assez complexe. Mais l'offre, elle est quand même assez standardisée et on a très peu de hors-process, ce qui nous permet du coup d'avoir quand même des templates bien définis de contrats et de vendre toujours dans les mêmes clous avec du coup des changements de prix, mais jamais des changements vraiment de process qui demandent du temps. Donc, je vais vous montrer 7 choses qui nous permettent d'accélérer le cycle de vente pour nos équipes sales. La première, c'est qu'on a tout dans le CRM et sur l'ajout des produits et le changement de prix, ce qui peut faire beaucoup d'allers-retours avec les clients souvent, c'est extrêmement rapide pour eux de le changer. On a une page de pricing qui s'affiche en fonction des produits qui ont été sélectionnés et ajoutés à l'opportunité, qui s'affiche du coup pour tout ce dont on a besoin de remplir sur le pricing des produits. Pour créer le contrat, on reste aussi dans cette force. On a du coup cette petite pop-up qui est reliée à GetAccept, donc l'outil qu'on utilise pour la gestion des contrats. Et les sales n'ont pas besoin d'avoir 15 outils, de penser à ouvrir tel et tel onglet. Tout est centralisé dans le Salesforce. La deuxième chose, c'est que quand on crée un contrat, on pré-remplit du coup le contrat avec toutes les infos qu'on peut, qui sont déjà rentrées dans Salesforce, parce que normalement les sales rentrent du coup le pricing en premier, et ensuite du coup crée le contrat, et le contrat reprend toutes les infos, que ce soit le nom du client, les produits qui sont ajoutés, les tarifs, les discounts, etc.
Donc là, par exemple, je vous ai montré la pricing table d'un contrat de GetAccept. Du coup, ça va se remplir quand on va créer le contrat avec des variables. Donc ça, c'est vraiment très simple à setup. Et côté Salesforce, pour le coup, c'est un chouille plus compliqué. Donc, dès que c'est des variables comme celle que vous voyez là en bas, c'est très simple. On met juste le nom de la variable exacte tel qu'il apparaît dans Salesforce et ça se remplit automatiquement. Quand c'est la pricing table que vous voyez au-dessus, on va pouvoir ajouter des règles pour dire quel produit, du coup, va rentrer dans cette pricing table parce que nos SaaS ne vont pas être au même endroit que les QR codes, par exemple. Et donc, côté Salesforce, c'est... Donc, vous créez vos custom columns avec des noms dans le contrat. Et ça, c'est dans le setup de Salesforce. Vous reprenez le même nom de la colonne et vous indiquez dans la colonne qu'est-ce qu'on va afficher. Par exemple, ici, c'est les différents prix par type de carte avec lesquels nos clients les clients du restaurant vont payer. Mais vous avez du coup les colonnes prix, discount, etc., etc. Ensuite, du coup, une fois que le contrat il a été créé, donc normalement, ça prend littéralement 1 minute à notre client, à notre sales, pardon, il va pouvoir l'envoyer aussi extrêmement rapidement parce qu'on a tous les contacts de l'opportunité et du compte qui vont apparaître. On va pouvoir sélectionner lequel est le signataire, lequel va être juste visionnaire du contrat. Et on a des templates prédéfinis où, du coup, on peut shooter les contrats assez rapidement. Ça, en vrai, nous, on ne les utilise pas trop parce que nos sales aiment bien toujours un peu custom le mail et que ça parte de leur mail à eux plutôt que d'un mail générique de GetAccept. Mais voilà, c'est assez simple aussi à envoyer. Derrière, quelque chose qui accélère le cycle de vente aussi, c'est d'avoir des rappels et des notifications de quel prospect a ouvert le contrat et quel prospect a signé, ce qui permet de vraiment être réactif du coup sur si on a envoyé le contrat et qu'au bout de 3 jours, on n'a pas de cette alerte-là, on peut relancer nous-mêmes. Mais sinon, on a du coup la notif directement dès qu'ils ont ouvert le contrat, donc on peut directement leur mettre un petit message. On peut aussi directement envoyer des messages sur le contrat. Et donc là moi, bonjour Elio, je suis en tant que signataire. Et du coup, la RevUpSync, c'est le sales. Donc, c'est très rapide si jamais le client a des questions, des doutes ou autres. Ça permet aussi beaucoup d'accélérer parce que on est réactif directement et on est en ligne et on peut leur parler directement. Deuxième chose qui est extrêmement importante chez nous, c'est le remplissage automatique des infos que le client remplit sur le contrat. Donc, première automatisation, c'est on va pré-remplir le contrat avec les infos que le sales a remplies dans Salesforce. Deuxième automatisation, à l'inverse, on va remplir Salesforce avec les infos que le client va remplir dans le contrat. Donc, le legal name, le billing address, company number, VAT number, etc. Et ça se présente comme un petit flow custom dans Salesforce. Donc, je vous ai mis quelques parties du flow, mais si vous êtes familier avec Salesforce, c'est comme d'habitude, quoi. Et du coup, ça se trigger au moment où le contrat est signé. Le contrat, il est lié à l'opportunité. Et du coup, on va aller potentiellement changer le stage de l'opportunité pour le passer en signé. Et ensuite, on va aller chercher toutes les variables qui sont dans le contrat avec un nom spécifique. Et on va aller chercher sur le compte ce même nom. Et on va du coup updater les champs sur le compte. Ça, c'est arrivé depuis que je suis chez Sydney, une fois que j'ai modifié un nom de champ et du coup, cet automne ne marchait plus. 15 minutes après, les sales nous ont dit ça marche plus, il y a un problème, ça remplit plus automatiquement, c'est trop chiant, on doit le faire à la main. Donc, pour le coup, c'est vraiment game changer pour eux parce que remplir des champs à la main, c'est chiant si vous l'avez déjà fait. Et là, tout est automatique. Donc, de la saisie du pricing dans Salesforce jusqu'à le contrat est signé, ça leur prend en vrai 5 minutes max, sauf discussion avec le client, mais sinon, c'est vraiment extrêmement rapide. Là où, pour vous donner une petite comparaison avec ma boîte d'avant, on n'avait pas d'outil de contractualisation parce que l'offre n'était pas assez standardisée et du coup, on ne pouvait pas avoir des templates vraiment très définis. On faisait ça sur Google Doc, on envoyait les contrats. Apparemment, il y a des trucs surlignés en jaune qui restaient parfois. Et surtout, ils savaient tout à la main ensuite pour rentrer les clients. Donc, c'était des cycles de vente qui étaient extrêmement longs, de 1 an, voire 1 an et demi parfois. Donc, c'est OK parce qu'on n'avait pas un nouveau client tous les jours. Et là, chez Sunday, on a 5, 6, je ne sais pas combien de nouveaux clients tous les jours. Donc, ce serait pas possible de ne pas avoir de solution automatisée.
Et la dernière chose, c'est qu'une fois qu'on a une signature d'un client, on a automatiquement une alerte qui va être envoyée sur un channel en taguant du coup l'Ops Owner pour du coup être hyper réactif aussi sur l'onboarding parce que c'est bien beau d'avoir signé le contrat, mais le cycle de vente, entre guillemets, il se termine une fois que la signature du contrat. Mais on veut que le client il soit onboardé le plus rapidement et du coup, l'Ops Owner va directement avoir un template de mail déjà défini pour envoyer au client pour prendre la suite en mettant le sales en copie évidemment, mais pour que du coup, ça fluidifie tout le process et que le client soit suivi instantanément, quoi. Donc ça, c'est 7 choses qui nous permettent d'accélérer. Je vais vous parler maintenant un peu plus en détail du template conditionnel de GetAccept, qui a été une nouvelle feature qui a été lancée il y a quelques mois maintenant. On a été les bêta-testeurs chez Sunday. Et merci à Laetitia d'avoir suivi nos X allers-retours sur cette feature, mais qui pour nous est vraiment trop cool parce que en gros, avant, donc je vous ai dit, on a 3 API et on a quand même beaucoup de spécificités sur les contrats. Et donc, on avait 40 templates différents. Donc, pour les sales, c'était long de devoir sélectionner le template à la création. On avait dans chaque template du texte qui ne servait pas forcément parce qu'on ne pouvait pas non plus faire 200 templates de contrats. Donc, il y avait forcément des trucs dans les contrats qui ne servaient pas tout le temps. Et du coup, pour le client, c'est aussi plus long de signer un contrat qui fait 3 pages qu'un contrat qui fait 1 page. Ça ralentissait aussi le cycle de vente. Et surtout, en termes de maintenance RevOps, dès qu'on voulait ajouter ne serait-ce qu'une checkbox dans le contrat, ça nous prenait 2 heures parce qu'il fallait faire dans tous les templates. Donc, c'était pas super. Et maintenant, du coup, grâce à ce template conditionnel, donc, ça affiche les textes et les pricing tables en fonction de règles qu'on va afficher. Donc, les pricing tables, pour le coup, on pouvait déjà mettre des règles sur les produits qui s'affichent dans cette pricing table. En revanche, on ne pouvait pas dire cette pricing table totale s'affiche que si X ou Y condition est remplie. On ne pouvait pas dire sur le texte, ni sur les checkbox, ni rien du tout. Et maintenant, c'est possible. Donc, ça fait qu'il n'y a plus qu'un seul template par pays. Donc, ils n'ont pas à se poser la question de quel template ils utilisent parce qu'il y a aussi des instances par pays, donc ils ont leur propre GetAccept chacun. On a uniquement ce qui est utile et visible pour le client. Donc, tout est utile sur le contrat. Et nous, ça nous prend du coup 3 minutes au lieu de 2 heures pour faire une petite update. Et comment ça se passe? Donc, en gros, on a des custom data qu'on va ajouter dans GetAccept qui, du coup, prennent le nom exact API de Salesforce. Et ces custom data, derrière, on va les utiliser dans des règles de conditions qu'on va ajouter sur le template. Donc, ça, c'est notre template de Sunday. Et là, je vous ai mis un peu une petite liste de conditions qu'on a mis. Par exemple, s'il y a un discount sur la QR code, on va afficher du coup la phrase qui dit qu'il y a un discount. Et s'il y a du setup fee, pareil, on va afficher la phrase, etc. Et donc, ça se présente, voilà, c'est assez simple. Si l'Obsess Trial Offer, donc la variable de notre opportunité, elle est remplie, dans ce cas-là, on va afficher cette petite phrase à gauche qui dit il n'y aura pas de frais sur les X premiers jours. Et du coup, dans le contrat, template pour les sales, ça s'affiche comme ça. Donc, tout ce qui n'est pas visible va être un peu grisé et le reste va s'afficher. Donc là, par exemple, il n'y a pas de free trial sur le test. En revanche, il y a des frais d'installation. Et sinon, ce truc-là serait grisé. Et pardon, là, il n'y a pas de frais d'installation. Donc, ce truc-là s'affiche. En revanche, s'il y avait des frais d'installation, ce serait ce truc-là qui s'afficherait. Et ça, c'est exactement la même phrase, mais juste, il n'y a pas le barré en noir et 0 en rouge. Et vous avez X euros de frais. Voilà. Et maintenant, je vais laisser place à Olivia, qui est notre pépite growth chez Sunday et qui nous a automatisé toute une création de contrat grâce à GetAccept. Je vous en parlerai directement. Merci. Alors du coup, moi, j'ai eu l'occasion de pas mal bosser avec l'API GetAccept parce que j'en ai une équipe technique très créatif et très sympa. Donc, moi, mon use case, c'était un peu différent. C'était justement pour des revendeurs. Donc, en fait, on a une équipe partenaire qui s'occupe justement de trouver des revendeurs dans toute la France qui vont justement proposer l'offre Sunday. Donc, c'est des personnes qui sont externes à notre stack. L'idée était de proposer la solution la plus simple pour eux. Donc, ici, ce qu'on leur a fait, c'est qu'on leur a mis en place un formulaire avec vraiment les informations assez classiques, équivalent à ce que le sales remplit sur Salesforce. Et derrière, on a automatisé depuis toute la partie création de comptes, de contacts et de contrats et d'opportunités sur Salesforce et sur GetAccept.
pour qu'à la fin, dès que le formulaire est rempli, au bout de 2 minutes, le client final reçoit le contrat par mail. Donc, globalement, ce qui s'est passé, si vous voulez, je vous ai montré le flow LITM, mais je vais vous l'expliquer un peu mieux à l'oral. Ici, au début, on a toute la partie de récupérer les informations importantes, que ce soit du formulaire, donc en point d'entrée, et ensuite, on le rattache au bon revendeur sur Salesforce, au bon owner aussi, parce que dans les partenariats, ils sont plusieurs, donc l'idée, c'est quand même d'envoyer à la fin le contrat au nom de la bonne personne. Et ensuite, on a une partie de vérifier si le compte, potentiellement, on le connaît déjà dans Salesforce, le rattacher au bon compte, bon contact, etc. Et enfin, on a la partie derrière de création d'opportunités avec les bons produits, parce que comme l'a dit Louise, on a pas mal de produits différents, donc il faut pouvoir assez bien trop bien mapper. Et l'idée, c'est que tout ça, en fait, est conditionné selon ce qui a été rentré dans le formulaire. Donc, tout ce qui a été mis dans le formulaire selon les produits, les prix et les informations du client final sont conditionnés dans la création ensuite dans Salesforce. Et enfin, on a du coup là l'API d'étape 7 qui intervient, où ce qui se passe, c'est qu'il y a un template du coup, qui existe dédié au vendeur. On crée un contrat à partir de ce template, on récupère les champs, on les modifie, et il est envoyé automatiquement au client final. Il y a une alerte qui pop, on sait que ça soit dessus. Voilà. Bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Malcolm, je suis Head of Sales chez Livestorm. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, c'est un logiciel de visioconférence français qui a créé un logiciel pour les équipes de marketing, communication et événementiel pour leur permettre de créer très facilement et de façon sécurisée donc, des webinars. Et l'idée, c'est de leur permettre d'optimiser leur performance marketing, notamment en lead generation et en brand awareness. Du coup, je ne suis pas sales ops, excusez-moi, je suis un peu l'intrus dans la chaise. Donc, du coup, leur perspective est un peu différente. Moi, l'idée, c'est que je vous explique un peu, voilà, Livestorm, je suis arrivé il y a 1 an et demi. Et j'ai repris toute l'équipe, donc j'ai vu pas mal de choses qui n'allaient pas et j'ai essayé de les processiser, de les standardiser, de les harmoniser et surtout d'optimiser le cycle de vente, d'optimiser les cycles et les taux de conversion. Donc, quand je suis arrivé, donc, bon, on a 3 zones géographiques majeures où j'ai des commerciaux. On a les États-Unis, les Américains, on a le Saint-Cynier sur tous les pays francophones de l'Europe, et dans ce pays, c'est les pays anglophones de l'Europe, certains pays sont exclus. Et donc, nous, notre cycle de vente, il dépend à la fois de la taille de nos prospects, et aussi surtout si c'est de l'inbound, sur du marketing, ou de la banque qu'on va chercher nous-mêmes. Donc, quand on est sur du SMB, donc entre 0 et 250 employés, surtout quand on est sur du inbound, c'est des cycles de vente qui restent quand même assez courts, parce qu'il y a un vrai besoin, il y a un vrai projet. Et du coup, là, on est sur une semaine à 10 semaines, donc 2-3 mois si vous voulez. Et quand on est sur des boîtes qu'on appelle enterprise et plus de 1000 employés, que ce soit quand c'est inbound, on est plus sur du 2 à 4 mois, et quand c'est inbound, on peut aller jusqu'à du 12 mois. Parce que nous, maintenant, toutes les entreprises, ou presque, 90% font des webinaires. Voilà, c'est plus nouveau, il y a le Covid, etc. Ils ont tous besoin de faire des webinaires. Donc maintenant, nous, on est plutôt sur un marché très saturé, on a besoin de faire du rip-off pour remplacer un outil distant. Donc, ça peut prendre jusqu'à 12 mois parce qu'on est obligé de se calquer sur la date de renouvellement. Et du coup, Livestorm, initialement, c'est une boîte qui est self-serve. C'est le produit qui a généré la boîte avec le marketing. Il n'y avait pas de commerciaux à la base. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir bénéficier au tout venant n'importe quelle entreprise, un freelance, une grosse boîte, etc. Parce que nous, notre pilier, c'était la simplicité d'utilisation. On pouvait être une personne, un marketeur et faire des webinars, un webinaire du marché. En gros. Donc, nous, on a une base initiale assez SMB. Et moi, on m'a embauché il y a 1 an et demi, voilà, pour aller up-market, pour aller chercher des boîtes de plus de 250 employés, des boîtes de 40, un peu partout dans le monde. Donc, je suis arrivé, il y avait une équipe assez junior, entre guillemets, qui est 95% de leur deal, c'était de l'inbound, donc ils ne savaient pas faire de l'inbound, ils ne savaient pas trop faire des sites de vente plus élevés, donc j'ai pu un peu gérer tout ça. Donc, le site de vente Livestorm, donc c'est très classique. On prend de l'inbound, soit ça commence avec de l'inbound, soit ça commence avec de l'outbound. On fait une discovery meeting, après on fait une démo, après on va proposer le meeting, et après il y a des follow-up. Ça, c'est plutôt un peu de rencontre. Et après, donc, on est généralement dans un top 2, ou une finale à 2 ou à 3. Et après, donc, s'ensuit toute une partie légale RGPD, jusqu'à le fait qu'on soit choisi. Et après, quand on est choisi, il y a le PO, il y a le contrat, il y a l'onboarding avec les CSM. Donc, moi, les problématiques, quand j'ai découvert ce qui se passait chez Livestorm, il y en avait pas mal. Hein.
C'est mal rempli, donc ça c'est classique. Hein. Je pense que vous bataillez tous les jours avec le directeur commercial et les commerciaux. Proposition envoyée par mail uniquement. Voilà, c'était du SLB, typiquement, il faut aller vite, allez, vous aurez un devis à l'arrache, un email mal rédigé, 40% du temps ça close et je suis content. Si on va sur du log market, il faut faire un peu plus que ça pour atteindre les chiffres et les objectifs de la direction. Aussi, bah voilà, chaque 16, il fait un peu les trucs à sa sauce, donc c'est un email. Il y en a qui envoient des bons emails, il y en a qui envoient des mauvais emails, il y en a qui disent des trucs erronés dans leurs emails, il y en a qui envoient des mauvais contenus, des contenus pas à jour, des propositions vraiment dégueulasses. Donc, du coup, voilà, c'est pas harmonisé et c'est pas optimisé pour aller chercher de la conversion. Il y en a qui ne personnalisent pas trop leurs offres et il y a un manque de cadrage du fait que, voilà, quand on est sur des grands comptes, on a besoin de gérer un projet, en fait. C'est pas juste qu'on envoie un devis et ça signe, voilà. On doit gérer un projet qui peut pas prendre 12 mois avec parfois que 10 écoles jazz. C'est pas les autres manières de vendre. C'est un peu toutes les problématiques. Vous disiez, Malcolm, il y a de la chance. Hein. Donc, du coup, je vais vous détailler un peu le cycle de vente en entier et vous parler un peu, moi, des 3 outils, en tout cas des 3 flows qui ont vraiment eu un gros impact sur le cycle de vente et sur les performances de l'acteur. Donc, la première partie, c'est voilà, lead to discovery. Okay, on a un lead du marketing et on transforme en rendez-vous de découverte. Ça, c'est notre flow de demo request, qui est assez classique, mais on le dit quand même. Donc là, on met donc le prospect va sur Lightstorm, sur la page pricing, il remplit le demo request, boum, ça ouvre une fenêtre ensuite qui est animée par Chili Piper. Là, ça va prendre l'agenda du commercial de la zone concernée. Vous vous rappelez, j'ai 3 zones. J'ai des commerciaux sur du SMB, des commerciaux sur l'entreprise, donc en fonction de la taille et de la zone, ça va afficher le calendrier du bon sales. Et ensuite, du coup, le rendez-vous est booké. Et Zapier qui fait des connexions. Et Zapier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un lead dans Salesforce. Il va créer une notification Slack que vous voyez ici. Et il va créer aussi un rendez-vous dans Google Calendar avec un lien de visioconférence Livestorm. Parce que nous, on fait nos rendez-vous commerciaux sur Livestorm. Donc, le sales, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit ça sur Slack, il clique sur le lien Salesforce. Boum, il arrive sur le lead. Là, il y a un truc cool que je vais vous présenter, parce qu'il n'y a rien de trop nouveau là-dedans. C'est que nous, on a implémenté Cargo en logiciel de scoring il n'y a pas longtemps. Avant, on utilisait Matcouni. Et Cargo est beaucoup mieux. Et du coup, ce que fait Cargo, en fait, ça va faire un scoring sur le personnel, et un scoring aussi sur l'entreprise. Après, ça va prendre la somme des 2 scorings et faire un scoring global. Et ce qui est bien, contrairement à Matcouni, c'est qu'il fait un petit descriptif ou une analyse, il met de la verbatim sur le personnel et l'entreprise. Donc, ça guide un peu le sales sur la qualité du lead et ça permet de prendre une décision un peu plus avisée, entre guillemets, sur la manière de prioriser, de contextualiser le scoring. Voilà, un A, un B, un C, ça veut tout et rien dire. Alors, moi, je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'on a implémenté, et ça, c'est nouveau, on l'a fait l'année dernière. Et ça les autres chez nous sont très contents. Et donc là, c'est pour tout autre type de lead, un sign-up, des requests qu'il faut booker, un e-book qui est téléchargé. Donc là, qu'est-ce qui se passait chez Livestorm? Nous, on a un magnifique outil qui s'appelle Salesloft, que je n'aime pas du tout. Et du coup, donc, l'idée, on a un sign-up, pareil, on a une petite Slack, on clique sur le truc, ça nous envoie sur Salesforce. Là, on regarde le sign-up, et qu'est-ce que faisait le sales? Ok, le sign-up, il est cool, je le prends, je clique sur un bouton, ça ouvre mon Salesforce, ça rame, je dois en cliquer quelque part, je dois le mettre dans une cadence call, et je dois le mettre dans une autre cadence email. Le chrono, ça prend 5 étapes. Il y a beaucoup de leads par jour, ça peut prendre 5 à 10 minutes. On dit, what the fuck, il y a un problème quelque part. Donc, du coup, on a un peu creusé le sujet avec mon SalesOps et on a découvert qu'il y avait, je crois que c'est un nouveau truc qui est sorti SalesOps, il y a une automatisation entre Salesforce et SalesOps qui permet de tout automatiser. Et le sales, il n'y a rien besoin de faire. On dit ça en sales, c'est vraiment, c'est Noël. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est que j'ai pu créer des cadences sign-up, une cadence e-book, une cadence, etc. Parce que aussi, le problème de ça, c'est que les sales, ils font leur propre cadence. Leur cadence, elles sont toutes différentes. Le copywriting, c'est loin d'être le meilleur du monde. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est avec ma Head of Sales Enablement, on a créé les bonnes cadences avec le bon copywriting, avec le bon contenu, avec le bon nombre de jours entre. On a fait des cadences, on s'est basé sur les meilleurs. On leur a donné ces cadences-là et on a fait les automatisations. C'est-à-dire que dès qu'on a un lead sign-up qui rentre, il va au bon sales, sur le bon marché, et il part dans la bonne cadence de manière automatisée, 100% automatisée. Donc les sales, ils n'ont plus besoin tous les jours de faire ces 5 étapes, qui prennent 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes par jour, fois le nombre de sales, fois le nombre de jours. Ça fait une belle accélération du site de vente, selon moi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière et que les sales ont adoré.
Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est voilà, on fait la dispo, il y a une démo et ensuite on crée une opportunité en fonction de la démo s'il y a un vente qui est validé. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Du coup, vous avez dit que j'avais une problématique, c'est le remplissage du CRM qui n'était pas bon. Du coup, nous, on a implémenté le Mojo avec un outil de transcrit, de test coaching, etc. qui est assez connu maintenant. Et du coup, ça a un peu révolutionné le game chez nous. Pourquoi? Vous voyez, on fait une discovery, c'est enregistré sur l'App Store. Après, du coup, on va sur Mojo et là, il y a une petite note, etc. On peut réanalyser le transcript. Et vous voyez, comme par magie, il y a cette petite case là, il y a écrit vérifier les champs CRM. Et avec Mojo, on peut matcher des champs de notre CRM. Donc, nous, on a des champs sur l'opportunité, des champs médiques. Les payes, les métriques, etc. Donc, ça va prendre, quand un prospect parle des métriques, combien de webinaires je fais par an, et ben, ça va les mettre dans la bonne case de notre Salesforce. Et donc, le sales, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste aller sur Mojo, cliquer ici, et là, il y aura cette case pré-remplie. Les métriques, ça va prendre la bonne verbatim du client. Et lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a juste à regarder, est-ce que c'est bien ça? Oui, il peut changer à la main, rajouter des choses ou enlever des choses si c'est un peu trop pour lui. Et après, il clique sur un bouton et tout est rentré comme par magie en un clic. Et les 7 champs qui sont remplis avec la bonne data, avec les bonnes choses, et de manière uniformisée, standardisée. Ça aussi, c'est magique. Ça a changé la vie des commerciaux et nous gagner énormément de temps sur chaque dispo, à chaque deal. Ils ont une fonctionnalité aussi qui permet de générer les mails de follow-up via l'IA. Donc là, c'est quand même cool. Encore une fois, les mails de follow-up, mais ça, c'est pas tous les meilleurs. Donc, du coup, là, on est sûr d'avoir un bon mail de follow-up qui reprend bien toutes les pains, les problématiques, etc. Ça, c'était assez game changer. Et après, nous, voilà, on avait besoin d'aller up market. Donc, du coup, on avait besoin d'envoyer des proposals quali. Okay, surtout, on avait besoin de gérer des projets, des vrais projets. Et donc, du coup, on a décidé d'utiliser GetAccept, qui est un outil que j'utilisais aussi dans mon sous boîte. Nous, on n'utilise pas le CPQ, donc le logiciel de contracting, on utilise la deal room. La deal room, pourquoi? Parce que moi, j'avais trouvé ça super quali dans mon ancienne boîte, ça permet de faire vivre le cycle de vente, ça permet de se différencier, ça permet de donner du contenu en fait à son prospect / champion, un contenu qui va vivre au fur et à mesure du cycle de vente. Donc, on finit la disco, et au lieu d'envoyer un mail avec des pièces jointes, avec des liens, ou des trucs comme ça, pas très quali, le but, c'est juste de lui envoyer un lien qui va le rediriger sur la deal room, qui sera qualitatif. Une disco, nous envoie un mail avec le Mojo, tu mets le lien à l'intérieur, ça va ouvrir une deal room. Deal room, il y aura les informations de la boîte, le récap du projet, de la disco, quoi. Et ça s'arrête là. Ensuite, on fait une démo. Après la démo, on rajoute des briques dans la deal room. Et on dit, voilà la démo, voilà le replay, voilà ce qu'on s'est dit, etc., etc. Après, on fait une proposition, on la rajoute dans la deal room. Vous voyez, en fait, c'est un outil qui vit au fur et à mesure du cycle de vente. Et donc, il est super utile parce qu'il centralise toutes les informations liées au projet du client. Donc, c'est comme ça que nous, on l'utilise. Et grâce à l'intégration Salesforce, c'est super facile de l'utiliser. En fait. Dans mon ancienne boîte, il n'y avait pas d'intégration, donc tout paluché à la main, c'était pas idéal. Mais là, du coup, en 2 clics, le sales, il va sur son opportunité Salesforce, il clique sur Get Accept, et là, il va cliquer sur Print the Deal Room. Et quand il va faire ça, ça va prendre toutes les informations qu'il y a dans Salesforce. Le nom du primary contact, le nom de la boîte, ça va même prendre les champs médics, etc. Et ça va les mettre dans la deal room. Encore une fois, énorme gain de temps pour le sales, qui aurait la flemme de le faire manuellement. On a des templates différents, donc on a des templates en français et en anglais. Donc forcément, en fonction des zones géographiques, on va choisir ça. Alors, on a un template SMB et Mid-Market Enterprise, avec une room plus ou moins fournie. Et du coup, ce qui est cool avec GetAccept, donc une room, ça ressemble un peu à ça. Voilà, le client, il arrive, bienvenue, à propos de nous, votre projet, votre solution idéale. Et ensuite, au fur et à mesure du cycle de vente, vous voyez, on peut cacher ou décacher les étapes qu'on a voulu montrer à notre champion. Et ce qui est cool, vous voyez, là, par exemple, nous, on a beaucoup d'intégration, c'est un point fort. Et qu'est-ce qu'un sales fait normalement? Déjà, elle est où l'information? Elle est sur le chaîne, elle est sur Slack, je ne me rappelle plus, j'ai demandé à mon manager, j'ai demandé à mon collègue, tu as réussi à comprendre. J'ai posté un Slack sur Support SalesOps, perte de temps incroyable, et il a retrouvé un document qui n'était pas le bon, et pas à jour. Donc, du coup, moi, ici, tout est à jour, ça centralise toute la donnée qu'on envoie au client. C'est quand même magique. Heureusement, j'ai un Head of Sales Enablement qui met à jour toute cette data. C'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Si on n'en a pas, c'est chronophage.
Et donc là, du coup, bah, ok, bah, mon client, il veut une intégration Pardot. Boum, je clique ici. Là, il y a un truc ultra sexy, shadé, avec tous les liens qui vont sur nos LTS, qui vont sur nos documentations, intégration, API, tout ce que vous voulez. Pareil, Customer Testimonial, c'est quoi l'USP Lead Boum, je clique sur Lead Gen. Après, les Customer Testimonial, boum, ça sort les noms. Ça facilite énormément le travail du sales et ça permet d'assurer qu'ils vont envoyer le meilleur contenu à jour, le plus sexy possible, qui va permettre d'augmenter la conversion. C'est ça le but. Et encore une fois, vu que tout est déjà fait, tout est déjà templétisé, c'est show, hide, je clique sur la bonne inté. Franchement, avant d'être un peu teubé, ça prend 5 minutes à faire, quoi. Et ça, on est très loin, encore une fois, du mail avec 3 PDF et la succession de mails, surtout envoyés aux prospects. Ça, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et nous, on allait plus loin parce que du coup, le but, c'est OK, c'est templétiser, je vais choisir mon intégration, mais aussi, voilà, on est en gestion de projet, il y a un peu de personnalisation. Le projet d'un prospect 1 est différent d'un projet de prospect 2. Donc, du coup, ce qui prenait le temps aux commerciaux, après, c'est que comme c'est cool, mais si j'ai envie de personnaliser la room, dire voilà, c'est votre projet, c'est ça, voici comment on peut y répondre, voici les next steps, etc., ça va me prendre du temps. Ça prend 10, 15, parfois 20 minutes. Pour les gros deals, je le fais, justement, 24, parfois j'aurai des emails encore. Ok, donc du coup, on a un peu creusé le cerveau et on a décidé de créer un agent IA, Dust, qui permet de connecter Mojo et GetAccept. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que on l'appelle GetAccept Ready, et du coup, donc, on ouvre cet agent Dust dans Chrome, et ensuite on va prendre le transcript Mojo, le lien Mojo, enfin dans le titre dans Mojo de l'opportunité, on va le mettre dedans, et ça va nous sortir ensuite toutes les informations qu'on veut mettre au bon endroit dans la bonne partie de la roue. Je sais, voilà, c'est 5-10 minutes ou 15 minutes dont il parlait. En fait, il a plus besoin, il a juste à faire un petit coller, ça lui sort le truc. Et il le relie, il change besoin de truc. En gros, il a gagné x2 ou x3 sur le temps de création de la roue. Donc, encore une fois, moi, je trouve que c'est un outil incroyable parce que ça permet de centraliser l'info, on s'assure que le 16 il envoie la bonne info à jour et de manière très sexy, très agréable à lire. C'est l'info centralisée. Il faut savoir qu'on est sur des grosses boîtes, il y a plusieurs stakeholders, donc il y a un passage d'informations entre transférer un mail ou faire un récap du mail à son boss et transférer la GetAccept. Voilà, il y a un taux de closing et un taux de conversion bien meilleur. Pour moi, c'est vraiment un outil qui est game changer. La façon dont tu l'utilises, elle est pas mal, elle n'est peut-être pas optimisée, mais elle est pas mal. Après, ça, c'est les offres, comment on les insère dans GetAccept. On a des offres, on fait beaucoup d'engagement, 3 ans ou 2 ans. Donc, on n'a pas réussi, après Guillaume et Laurence, vous me direz, mais on n'a pas réussi à trouver le bon moyen d'insérer nos offres dans les fonctionnalités de GetAccept. Donc, on sort de GetAccept, on va sur un PowerPoint, on utilise une database un peu Excel, où là, en 2 clics, ils choisissent un truc, et là, ils choisissent les prix avec les discounts qu'ils veulent. Ça sort un PDF, ça sort un PowerPoint, on l'exporte en image, on le met dans la room. Et ensuite, vous voyez, notre offre financière, on explique notre tarification, les services qui sont inclus. Il y a le devis, il y a un ROI case aussi pour la partie proposition commerciale. Et donc, du coup, là, tout ce que je vous ai montré, clairement, ce n'est pas les chiffres exacts. Moi, je suis sûr et certain que voilà, on a gagné 10 à 1% d'efficience dans la gestion du cycle de vente. Et surtout qu'on a gagné 2 à 10 points. Disons, on a un taux de conversion de 20%. Pour moi, il est passé de 22 à 30%. Grâce à tout ce que l'on voit. Ce qui n'est pas rien. Ça, après, c'est la fin du process, qui est assez classique. Nous, on utilise CPQ, on utilise Juro. Voilà, c'est le légal et les RH qui ont voulu utiliser ça. Donc, du coup, après, ça fonctionne exactement de la même manière que Héloïse a montré un peu d'Accept. Le commercial, il va sur Salesforce, il met ses produits, il clique sur Juro, tous les champs sont connectés, soit le contrat part de Juro, soit le contrat, on a un lien, on est dans le mail. Après, le client remplit les informations de billing pour faciliter la tâche de tout le monde. Et ensuite, du coup, c'est signé. Et après, du coup, le sales fait une note de passation. Donc, ça aussi, c'était un truc où les sales, voilà, les notes de passation, c'est que ça fichait un peu tous les sales. Et ces sales, ils n'arrêtent pas de se plaindre, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas d'infos. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est un petit agent Dust aussi, où pareil, on met le lien de Mojo. Et dans Dust, et du coup, sur une note de passation, mais nickel pro, les sales les adorent. Du coup, tout le monde est content, et ça lui a pris 2 secondes. Et du coup, on a les super notes de passation pour bien s'occuper de nos clients, parce que voilà, le difficile, c'est de dire des clients, c'est pas d'avoir.
Donc voilà, je pense que j'ai fini. Hein. Hop, on avait la liste de Bonsoir tout le monde, merci beaucoup, Héloïse, Nicole. Du coup, moi je suis Bérénice, je bosse donc pour une boîte qui s'appelle ShipUp, que j'ai rejoint il y a un peu moins de 2 ans, un an, grosse année et demie on va dire, où j'ai créé l'équipe Ops. Déjà, je préfère vous le dire, n'attendez pas, si vous montez une boîte, 6 ans ou 7 ans pour créer une équipe Ops, parce que c'est l'enfer derrière. Voilà, pour ceux qui récupèrent. Donc, ShipUp, concrètement, qu'est-ce que ça fait? C'est également comme Stuffly dans le e-commerce et ça permet de renforcer l'expérience client et que les marques reprennent le contrôle de tout ce qui se passe après l'achat. Donc, ça va être des notifications qui ne sont pas les notifications Crado, Chronopost ou DHL. Ça va être d'avoir vraiment des informations sur les incidents sur les transporteurs pour mieux négocier les contrats avec les transporteurs aussi derrière, donc ce genre de choses. Une fois qu'on s'est dit ça, on a un pricing qui est sympa, puisqu'on a donc finalement un minimum fee mensuel, auquel s'ajoute un prix par colis. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que parfois, parce qu'à un moment, ça a été une tendance chez ShipUp, on a un prix par colis qui change tous les mois en fonction de la volumétrie mensuelle. Donc, c'est-à-dire que janvier, j'ai expédié 2000 colis, je vais payer 12 centimes du colis. Février, j'ai expédié beaucoup moins de colis, je vais passer à 15 centimes du colis. C'est un bonheur. En plus de ça, on a des add-ons. Donc, certains qui sont facturés à l'usage, comme le SMS qu'on va payer en fonction du pays où il est envoyé, WhatsApp qu'on va payer à l'usage. Et puis, parfois, pour revenir à ces prix de colis variables, on a des add-ons qui sont un pourcentage du prix au colis. C'est de toute beauté. Quand j'ai décidé de finalement, une fois qu'on a touché la plupart des trous, il a fallu mettre son nez dans le process de contractualisation qui ressemblait donc à ça. Donc, on avait vraiment à la fin réception par le client, par le sales ou par le CS de la validation du prospect ou du client pour un nouveau contrat ou un jour. On avait donc un superbe copier-coller manuel sur Slack des infos nécessaires sur une chaîne dédiée pour que l'équipe finance et légale s'en charge. Vous aviez ensuite sur un Google Doc la création manuelle du contrat par l'équipe finance et légale avec un SLA à 5 jours de la réactivité. Puis un import dans GetAccept avec une validation par le sales ou le CSM. Généralement, ça prenait, pourquoi j'ai dit 3 jours, parce qu'il y avait toujours une erreur, il y avait toujours quelque chose à refaire. Bref, les équipes revenus et les équipes finances n'étaient pas les meilleurs amis du monde à cette époque-là. Et tout ça pour un résultat qui ressemblait à quelque chose comme ça. Autant vous dire que les clients mettaient très longtemps à signer. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de retours. Bref, ce n'était pas le process le plus fluide possible. Je ne vais pas vous le laisser défiler en entier, sinon il y a encore un peu trop longtemps. Donc, par quel bout on l'a pris finalement et comment on a décidé de changer ça et de rendre notre process beaucoup plus efficace, de signer beaucoup plus rapidement? La première chose, ça a été déjà de se dire on n'a pas besoin d'avoir 22 pages dans le contrat parce que de toute façon, c'est plus source de confusion qu'autre chose. Donc, on est parti sur un modèle où on a mis toutes les CGS sur le site avec 2 avantages. Le premier, c'est qu'on peut mettre un lien directement. Le deuxième, c'est qu'on peut les changer relativement facilement en ayant une page qui, finalement, date par date, répertorie nos CGS. Donc, c'est hyper transparent pour le client en fonction de la date à laquelle il a signé. Et il n'y a plus de débat et plus besoin de chercher le contrat, la signature, à quelle date, quelle version, etc. Le deuxième, c'est qu'on a redéfini le pricing en supprimant la complexité. Et notamment, mon préféré, ces fameuses add-ons en pourcentage d'un prix variable qui change chaque mois. Ça, c'est sur le papier. La réalité, c'est qu'on a des clients existants qui sont accrochés fort à leur ancien pricing, donc il a fallu faire avec. Et le troisième point, ça a été de passer vraiment sur un modèle plus bulletin de souscription. Donc, on revient à l'essentiel, on montre au client les infos qu'il veut avoir, à savoir combien il va payer, pendant combien de temps, à quelle fréquence, et c'est tout. Et là, ça a été merveilleux parce qu'on est arrivé dans cette phase au moment de la nouvelle intégration entre HubSpot et GetAccept qui nous a permis donc, de faire des merveilles puisque, ça je vais passer rapidement dessus parce que Loïse l'a déjà montré, voilà, elle m'a coupé l'arbre sous le pied, mais on a pu configurer toutes nos pricing tables en fonction des produits qu'on mettait. Ce que ça veut dire, c'est que, je vais vous montrer juste après, mais on va avoir par exemple
notre minimum fee qui va être dans une pricing table bien claire avec une explication de ce que ça implique. Ensuite, on va avoir le prix par colis qui va être bien clair avec une explication de ce que ça implique, etc., etc. Et on est même allé jusqu'à créer des produits pour les contreparties, donc typiquement Customer Testimonial, introduction auprès d'une autre marque du groupe, etc., pour que ça soit mis dans le deal aux portes sur HubSpot et que ça puisse apparaître, alors avec un sans prix évidemment, mais que ça puisse apparaître noir sur blanc dans le contrat pour qu'il y ait quand même un engagement fort de la part du client et qu'on puisse le ressortir si ce n'est pas fait, évidemment. On a également utilisé donc, les fameux blocs conditionnels et ça, c'était super. Ça nous a également permis de mettre en avant des conditions particulières, d'avoir, non pas par pays, mais plutôt par langue et d'afficher donc soit les numéros de TVA si on était en Europe ou pas, soit d'afficher sur le template en français, est-ce qu'on affiche le sirène ou pas, et donc d'être, pareil, de limiter grandement le nombre de templates qu'on a à maintenir, d'éviter les erreurs. Les sales et les CSM savent exactement quoi choisir et ça nous a permis de gagner énormément de temps. Donc, on est passé, alors ça reste long, mais on est passé de l'horreur que je vous ai montrée à ça. Je pense que le plus parlant, c'était que le premier ne tenait pas sur une page, c'était un GIF insoutenable. Celui-là tient en 2 screenshots. Donc, la promesse, en tout cas, de simplification a été tenue. Et je peux vous dire que nos clients en sont ravis et nos CSM et sales qui n'ont plus à expliquer chaque article encore plus. Une fois qu'on s'est dit ça, comme vous l'avez vu plus tôt, le problème, c'était que l'ownership n'était pas au bon endroit chez nous. C'était donc l'équipe finance légale qui avait tout le pouvoir sur cette génération de contrats et ça nous donnait des délais à rallonge. Pas vraiment en vouloir, ils ont aussi autre chose à faire, mais ça crée de la frustration, etc. Donc, on a vraiment tout remis au niveau du deal dans HubSpot. Et donc, dès qu'on arrive à une certaine étape, on va avoir toutes les informations contractuelles vraiment liées au deal et toutes les informations contractuelles, nickel, c'est clairement pas le bon screenshot que je vous ai fait, c'est pas grave, normalement lié à l'entreprise. Lié à l'entreprise, c'est pour les nouveaux clients. En revanche, si c'est un client existant et qu'on est juste sur du renouvellement, évidemment, on ne va pas avoir besoin de le remplir, ça va se régénérer, ça va se réafficher et être réutilisé par GetAccess. On va ensuite utiliser les line items d'HubSpot, qui est un peu le parent pauvre et qui est un peu une galère à utiliser. Mais là, pour le coup, très agréablement surprise sur la qualité de l'intégration avec GetAccess, avec les line items, puisqu'on va vraiment pouvoir, en fonction de propriétés, enfin de champs qui sont custom, comme par exemple, moi j'ai le product type, j'ai le billing type qui sont 100% custom, décider donc de ce qu'on affiche, où, quand, comment, dans le contrat GetAccess. Là, je vous les ai affichés. Les sales n'ont pas la main là-dessus, puisque ça reste des produits standards. C'est juste ma vue où j'ai la main, mais en théorie, on peut évidemment le bloquer, sinon ça devient n'importe quoi. Ensuite, ça va être très simple. Ça va être comme dans Salesforce, c'est comme ce que vous avez vu avec Héloïse. On a un encart, générer mon contrat. Je vais choisir les différentes informations. Il va me trouver toutes les différentes pricing tables et définir quels produits vont dans quel pricing table. Si la pricing table est vide, elle ne s'affiche pas, parce que ça peut arriver. Si le bloc conditionnel n'a pas d'infos affichées, il ne s'affiche pas. Et donc, on a un contrat qui correspond 100% à ce que le client a besoin de voir et besoin de savoir, qui nous permet de gagner un temps assez incroyable. On va aussi avoir la possibilité, je ne pense pas que je vous l'ai mis, hop, évidemment de l'envoyer. Nous, pour le coup, ils sont hyper friands de l'envoyer directement depuis ici. Ils choisissent leur template d'email, ils modifient 3 mots, histoire d'eux, et ils font envoyer. Et en fonction du template qui a été utilisé, on a une validation qui part en interne, une validation du contrat complète qui part en interne, soit côté sales, soit côté CSM, pour quand même s'assurer d'avoir une certaine cohérence dans tout ça. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est le petit dernier qu'on a ajouté. On avait un autre problème, hein, c'est que les adresses email auxquelles étaient envoyées les factures n'étaient pas toujours les bonnes. Détail, pour se faire payer, c'est pas très grave, hein, vous allez me dire. Donc, on a juste rajouté à l'endroit où il y a une validation des CGS et la signature, une box toute bête, toute simple, adresse email de facturation, que le prospect peut remplir au moment de signer et qui est renvoyé sur HubSpot, puis la suite du cycle qui est renvoyée à la finance pour l'update.
Concrètement, combien de temps ça a pris? Pas tant que ça. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On a la validation du pricing et le début de l'implémentation a été début juillet. Et on a lancé le POC sur les équipes sales le 1er septembre, incluant les vacances de l'équipe, les allers-retours, etc. On a validé le POC et déployé sur tous les sales mi-septembre et sur tous les CSM début octobre. Ce qu'on s'est forcé à faire en revanche, et ça, franchement, je vous le recommande parce que ça a été chronophage, mais tellement utile, c'est que pour chaque sales ou CS, le premier contrat, on l'a généré avec eux, un membre de l'équipe l'a généré avec eux en partage d'écran. Et en fait, ça a permis que le 1er novembre, tout le monde soit 100% autonome dessus. Je sais, je suis partie 3 semaines en vacances en novembre et personne n'a remarqué que je n'étais pas là pour les questions Get Accept. Donc, c'est en général plutôt bon signe. Très concrètement, nous, ça a été l'impact a été assez incroyable puisqu'on est passé donc de 6,2 jours. Là, j'ai retrouvé entre le go, on va signer à je reçois le contrat à 2 heures. Puisque maintenant, tout est dans le CRM. Les sales et le CS ont l'ownership et ils sont dépendants de plus personne. On a divisé par 3 globalement le temps de signature une fois le contrat envoyé. Donc, je pense qu'il y a 2 choses à ça. Il y a l'aspect, c'est plus clair, c'est plus synthétique et on va beaucoup plus directement à la bonne information. Et je pense qu'on a aussi gagné avec ces 2 heures sur le momentum entre la validation orale et la réception du contrat. Et on ne leur laisse plus le temps de réfléchir. Bon. Et enfin, celui-là, c'est pas mal. 22 décembre, un de nos 3 plus gros clients qui a signé son renouvellement en 1h35 entre l'appel qui dit « Ok, c'est bon, on part là-dessus » et le fait de le signer. Donc, ça veut dire moins de 2 heures, évidemment, pour générer le contrat. Et derrière, il le signe dans la foulée. Quand c'est l'un des 3 plus gros clients, que c'est le 22 décembre, qu'il y a quasiment personne au bureau, c'est plutôt une belle perf. Et on était quand même plutôt fiers de ce win avant Noël. Voilà pour moi. Merci Marine. On passe aux questions si vous en avez. Ça va timide. À partir de quel moment ça a eu un ROI intéressant pour vous? J'ai entendu parler de 5-6 contrats signés par jour. À partir de quel moment ça a vraiment été intéressant pour vous en termes de ROI entre le coût de la solution et le travail? Alors, je t'avoue que je n'étais pas là quand on n'avait pas encore Get Accept. Moi, je suis arrivée il y a un peu plus d'1 an chez Zenday et ils avaient déjà le Get Accept. En comparant avec ma boîte d'avant où pour le coup, ils ne l'avaient pas, le temps déjà de faire le contrat, donc de mettre toutes les infos dans le contrat en temps vraiment pour le faire, je pense qu'il mettait 1 heure. Dans le temps, je pense qu'il mettait 2 semaines parce qu'il fallait demander aux pré-sales qu'est-ce qu'on fait faire, etc. Même plus que ça. Et après, en termes de signature, tout ça, je pense que pour le coup, c'est un peu les mêmes chiffres que Bérénice, c'est la même chose. Sur le coût de la solution, je pense que le ROI est plus gagnant. Ouais. Enfin, je conseillerais à n'importe quelle boîte qui a, encore une fois, c'est pour ça que j'ai mis un peu de contexte sur Sunday, on a des offres standardisées, on n'a pas de ça parce que je ne conseillerais pas je ne conseillerais pas un Get Accept à ma boîte précédente, mais sur un Sunday-like, c'est évident qu'on n'enlèvera jamais une solution comme ça. Merci. Du coup, moi, je pense que je fais partie d'une boîte en termes de process. On a plutôt une offre standardisée. J'ai regardé le deal room. J'ai jamais trouvé un ROI qui était assez efficace pour que je puisse le pitcher efficacement. Et du coup, ma question, c'était, vous utilisez pas mal avec des CPQ, majoritairement pour la gestion de contrat. Chez Lifestorm, vous l'utilisez aussi pour toute la partie deal room. Sur le deal enterprise, il y a moins de 40 000 l'année. Comment vous avez vu la plus-value versus ne pas avoir de deal room et tout simplement essayer de gérer les échanges de mails et des échanges de Google Docs? Après, elle est difficilement quantifiable. Voilà, toujours essayer de calculer le risque, c'est toujours un peu compliqué. Déjà, voilà, moi, je veux faire gagner 10 minutes par jour par sales.
Wix minutes par deal, c'est déjà, enfin, pour moi, ça n'a pas de prix, très clairement. Parce qu'après aussi, en gagnant du temps parfait, on peut avoir 20 sales, je trouve que c'est quand même un salaire chargé. Là, déjà, c'est largement rentabilisé. Euh, donc, non, il y a un gain de temps énorme. La deal room, souvent, c'est perçu un peu comme un PowerPoint 2.0 pour certaines personnes. Ok, voilà, je sais qu'il y a des retours un peu comme ça, mais en fait, ça a un énorme pouvoir sur le taux de conversion. Moi, un sales qui envoie une deal room versus un sales qui envoie un PDF, pour moi, voilà, il y en a un qui signe 3 deals sur 10, il y en a qui signe 5 deals sur 10. Notre ACV, il est de 12-15 000 euros, ARR. Donc voilà, enfin, il suffit d'un deal pour rentabiliser la solution et avoir un revenu positif. Moi, je dis sales. Donc voilà, si un deal de plus grâce à Galaxy, franchement, c'est pour ça que j'avais pas envie de. Et mon sales ops qui partit avec quelques de ROI, ok, Galaxy pour ce gain. Pour moi, le gain, voilà, s'il un deal de plus par an, il est prouvé, quoi. Donc, et pour moi, après aussi, je suis un fervent avec Louis, on travaillait dans une boîte avant, qui est beaucoup basée sur l'émotion et l'expérience client. Je trouve, voilà, les acheteurs, ils sont blasés, quoi. Ils sont blasés, ils se prennent des tunnels en démo. Enfin, même moi, mon premier, je fais des stages, j'avais beaucoup de personnes qui me sollicitent, et du coup, franchement, nous, ce qu'on a envie, c'est un site de vente qui sort un peu tôt et qu'on nous facilite la vie. Et franchement, voilà, quelqu'un qui a une belle room, bien chiadée, c'est sexy, et l'information que je veux au bon endroit, elle est à jour, c'est nickel. On s'est répondu à toutes les questions pour avoir un vieil mail tout claqué ou ça 10 emails, j'arrive à faire son PDF et tout machin, bah, l'expérience de vente, l'expérience d'achat, c'est totalement différent, quoi. Moi, j'ai un peu moins envie d'acheter à l'un et un peu plus envie d'acheter à l'autre. Ça, on n'arrivera jamais à le quantifier, parce que là, je n'ai peut-être pas envie d'essayer. Et voilà, maintenant, on est quand même en 2026, chaque chose compte, on a besoin de se différencier. Donc, enfin, celle qui renvoie un truc de manière assez tradie, quelqu'un qui est déjà super sympa, qui fait une belle démo, bien punchy, qui est au bon endroit, qui ensuite envoie un truc comme ça. Bah, normalement, voilà, comme je vous ai dit, on est dans un marché très, très concurrentiel. On est sur du Zoom, on est sur du Teams qui est presque gratuit. Alors, on a besoin de se différencier, on a besoin de montrer qu'on est 3, 4, parfois 5 fois plus cher que le concurrent. Ça fait partie aussi. Après, voilà, si on est sur des sites de vente courts, si on est sur du SMB, effectivement, le ROI ne sera peut-être pas là. Et si on est sur des sites de vente complets, avec des gros AC, des gros paniers moyens, pour moi, ça vaut largement la peine d'investir dans cette solution. D'ailleurs, tu l'utilises pour la partie SMB ou pas trop la maison? Ça dépend. On a un template SMB, c'est un peu plus light. Après, c'est au pouvoir du sales. En fait, une fois que le sales a adopté l'outil, c'est très rapide. Comme je vous ai dit, il crée la deal room en 2 minutes. Et surtout, nous, ce qui est assez puissant, c'est que nous, on présente, notamment quand je suis arrivé, les sales, ils balançaient les offres par mail. Sur facilité, moi, j'ai dit, on envoie une proposition par mail. On montre la proposition commerciale pendant le meeting. Ça peut durer 5 minutes, je m'en fous, on montre la proposition commerciale. Donc, ce que tous mes commerciaux font après la démo, on finalise un peu les questions pour pouvoir faire la proposition commerciale. On n'envoie pas la proposition. Ils nous demandent, je ne le renvoie pas. Soit tu fais un meeting avec nous, Coco, soit je t'envoie rien. Forcément, ils sont obligés de faire un meeting. Et donc, du coup, on fait le meeting. Et là, donc, nous, ce qu'on fait, on présente la deal room. Donc, le lien que je vous envoie, est-ce que vous l'avez ouvert? Non. C'est pas grave. Je vais l'ouvrir avec vous, je vais vous montrer quoi ça ressemble. Là, vous avez l'info sur la société. Là, vous avez l'info pour votre poste. Là, vous avez l'info sécurité. Là, vous avez l'info sur le pricing. Le pricing est différent de la concurrence, je vais vous l'expliquer. Et là, boum, voici la proposition commerciale. Est-ce que vous avez des questions, monsieur? Ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? On valide l'intérêt. On revalide s'il y a des objections. On répond aux objections, on revalide l'intérêt. Et une fois qu'on a fait ça, on sait si on gagne la vente générale. Et pour envoyer un mail, je ne vais pas faire ça. Donc, encore une fois, le taux de conversion entre envoyer un mail et présenter une room avec la proposition qui est claire et nette, voilà, une transformation, une fois. Donc, ça vaut le coup d'envoyer un SMI, en tout cas de l'utiliser de cette manière. Si ça permet de faire du travail. Je peux prendre le micro, s'il te plaît. Avec plaisir. Ouais. Oui.
Je suis d'accord avec toi sur le layer enablement et son importance, notamment dans le processus d'achat, par exemple. C'est plus une question pour toi, pour le coup. Si quelqu'un a des retours d'expérience, alors toi, tu es dithyrambique sur tes commentaires, c'est toi que tu kiffes et que tu as beaucoup aidé. Moi, je cherche des retours de clients qui ont acheté la solution grâce à une deal room. Clairement, en tant qu'acheteur, ça m'a bien plu, ça me plaît, etc. Et ça m'a vraiment apporté quelque chose. Sans toi, que quelqu'un d'autre, si vous avez eu des retours. Moi, j'en ai. À l'approche de l'expérience chez Livestorm, ensuite dans ma précédente expérience, dans la même boîte dans laquelle on travaille avec Héloïse. Il y a un client du coup qui a dit mais c'est génial votre truc, comment ça s'appelle? Faut que je fasse ça avec les commerciaux, quoi. Et c'est sur la brique CPQ, parce que sur la brique CPQ, on peut faire une petite vidéo au début, un peu personnalisée, salut, voici la propane, machin et tout. J'avais grave kiffé déjà rien que ça, juste le modèle CPQ avec la petite vidéo. Et au final, ils m'ont fini par l'implémenter chez eux, donc c'est-à-dire que ça a bien marché, quoi. Ils ont bien aidé avec Galaxet. Et ensuite, sur la partie 10 euros, bah ouais, on a plein de clients justement quand on leur montre pendant un rendez-vous de proposition commerciale le truc, ils disent c'est génial, un truc et tout, merci, ça te facilite la vie. Et on a transmis sur notre jeu, donc là, on a dans le CRM, donc il y a vraiment des clients qui apprécient en tout cas la manière dont on fait notre cycle de vente, et ça a forcément un impact derrière. Parfois, ça ne suffit pas, hein, parce qu'ils n'ont pas les sous ou autre chose. Mais ouais, on a des retours clients et c'est assez surprenant. Pareil, les commerciaux, vous connaissez, voilà, avant que ça fasse du résultat, ils n'y croient pas du tout, quoi. Et quand c'est vrai que tu as un client qui dit clairement, bah ouais, c'est cool votre truc et tout, machin, bah, ah ouais, bah, peut-être que je vais faire plus de tirs maintenant. Donc, non, il y a des vrais retours positifs de la part des clients même, quoi. C'est cool. Merci pour tous ces use cases, c'était super intéressant. Moi, j'avais une question plus sur la partie connexion avec les outils billing derrière. Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé du post, c'est la pré-signature, important pour post, mais quand même aussi pour s'assurer que, on parlait de pricing table, etc., que c'est bien synchronisé avec un flux qui existe et qui existe toujours. Ou est-ce qu'il y a beaucoup de duplication à faire entre vérifier que, par exemple, chez Stripe, le catalogue Stripe, il est ISO avec le catalogue GetAccept ou HubSpot. Quelle est un peu la synchronisation qu'on peut faire entre ces catalogues-là? Est-ce que c'est très manuel ou est-ce qu'on peut intégrer automatiquement? Il n'y a pas de synchro. Galaxet, c'est pas ton catalogue. Alors, pour eux, Source of Truth et Salesforce, on juste prend cet détail et on le met dans Galaxet. Alors, c'est juste présentation. Alors, pour vous, si Stripe est connecté à notre système, on va juste prendre ces détails et présenter de façon parfaite pour vous. Alors, on toujours assure que le système est primaire, on ne change aucune chose. On a cette ligne, et après, une fois les contrats il est signé, il va générer la souscription, les contrats directement sur le Exact. Alors, toutes les choses qui s'arrivent en Galaxet, il y a des notifications dans n'importe quel système tu as besoin. Tu vas faire qu'est-ce que tu veux. Alors, je pense qu'Héloïse a montré, après que c'est signé, il y a des choses qui s'arrivent, même chose avec Livestorm. Oui, là, c'est des notifications, mais c'est plutôt sur les nouveaux systèmes parce qu'il a déjà les contrats qui est générés avec les produits, par exemple sur des souscriptions, la partie recurring, les contrats, toutes les informations peuvent être acquis pour qu'après la génération des factures soit automatisée. En fait, ça passe pas du tout par GetAccept. Nous, ça va tout passer par HubSpot, puisque finalement, une fois que c'est signé dans GetAccept, donc on a une alerte. Pareil, on a une notif Slack. Nous, on a une étape manuelle, puisqu'on va demander aux sales d'aller renseigner un ID, qui est l'ID dans le produit, dans HubSpot. Et en fait, c'est le fait de renseigner cet ID qui va tout déclencher, qui va déclencher l'onboarding note, qui pareil nous part en grande partie de Mojo, qui va déclencher la création du customer dans ChargeBee, qui va déclencher le premier setup dans le produit avec le plan. On a trois niveaux de plan, et donc c'est en gros qui correspondent à des feature flags. Et donc, ça va envoyer un webhook produit pour que le feature flag soit activé. Donc, c'est vraiment tout part du CRM. Et finalement, GetAccept va transférer cette info-là par le CRM, mais il n'y a pas de liens qui seront directs. D'ailleurs, les contrats sont créés dans le CRM pour après déclencher, publier des informations sur. Exactement. Yes. Et j'ai une autre question.
pourquoi vers des jumeaux et pas c'est simplement pour la complexité des offres. Non, bah après, c'est un outil qu'on avait qui était existant et qui a été mis en place par l'équipe légale et par les RH aussi. Parce que voilà, bah, on gère les contrats des employés aussi via Jérôme. Après, il y a l'accès pareil, l'utiliser en studio dans une autre boîte, on peut avoir la distinction entre contrat RH et contrat sales, ça, il n'y a pas de souci. Non, c'est legacy. Et du coup, après, il y a aussi tous nos CGV, en fait, tout le système qu'on a montré là avec GetAccept. Nous, on l'a avec Juro, quoi. Donc, c'est vrai que déjà, on a quelque chose qui marche bien, qui est connecté à Salesforce. On a 5 templates de code différents. Donc, OK, enfin, vu que le résultat sera le même, après, voilà, c'est toujours ce que j'ai envie de mener ce cheval de bataille-là. Pas forcément, ça marche bien. Les équipes des RH sont contents. Bon, CESOP, il est bien busy, je vous avoue. Je pense qu'il n'a pas trop envie de se mettre sur ce chantier-là. Mais ça fonctionne exactement de la même manière. Et si, par exemple, bah, j'avais plus besoin d'acheter un outil pour faire ça, bah, autant avoir un seul outil qui fait deux choses. Donc, là, je pu faire avec le Legacy. Lucille, tu peux passer. J'ai une question pour Bérénice. J'ai une question sur la partie RH et légal, enfin, légal finance. Tu as cité c'est une partie de présentation intéressante dans le projet. Et je ne l'ai pas forcément retrouvé dans la timeline. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu as réussi, déjà, comment ils ont réagi au projet GetAccept et ensuite, comment tu les as embarqués dans le projet. Alors, ça dépend. Je m'explique. Le côté Head of Legal Finance, il y a eu un sentiment qu'on le dépossédait d'une mission. Mais sans aucun lien avec mon projet, il a décidé de poser sa dème quelques semaines plus tard. Donc l'un dans l'autre, à pas se mentir, ça m'a un peu arrangé. En revanche, sur les IC, plutôt dans l'équipe finance, ça a été franchement, eux, ça a été très, très bien accueilli parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi, je ne vais pas montrer, mais on a rajouté une brique supplémentaire qui était de dire l'envoi des infos, donc c'est un peu ce que je mentionnais, mais vers le billing system, puisque le fait, avant, c'était vous créez les contrats, donc foutu pour foutu, vous pouvez aussi rentrer manuellement dans le billing system. Et donc, pour eux, d'enlever cette charge de création de contrat et en plus de leur montrer que ça avait un intérêt en allant un step plus loin et en intégrant ces données directement, ça nous a permis vraiment de les embarquer. Mais voilà, j'ai pas eu la complexité d'embarquer leur chef puisqu'il a décidé de partir pour d'autres raisons. Donc, Merci. Alors, le sens de ma question, c'était parce que tu disais qu'il y avait un délai de 5 jours, justement, et que j'avais peur, justement, que tu les aies dépossédés, ce truc-là, parce qu'ils gardaient un peu la main, au final, sur le process. oui, mais je pense que le seul qui avait l'impression de garder la main, c'était celui qui ne le faisait pas, mais que finalement, les IC étaient ravis qu'on leur enlève ça parce qu'ils avaient plein d'autres choses à faire et ce n'était pas leur partie préférée non plus, ce que je comprends. Okay, merci. Comment vous gérez la partie négo des conditions hors tarif, je pense aux garanties, aux SLA, quand vous traitez avec des boîtes d'entreprise, j'imagine qu'ils ont leur armée de bailleurs qui viennent avec leur template à eux. Comment vous gérez ça aujourd'hui? Je pense plus à ShipUp ou à FedExtorm sur la partie enterprise. Ouais, bah écoutez, nous, on essaie toujours de faire comprendre aux clients que notre contrat il a été fait par rapport à notre solution. Voilà, on ne peut pas comparer quelqu'un qui vend des produits, quelqu'un qui vend du e-commerce, quelqu'un qui vend du SaaS, en B2B pur. Donc, nous, on impose notre MSA. On a voilà, sur le bureau, c'est un document différent du contrat classique. Voilà, c'est un document de 40 pages. En gros, on leur dit, OK, on peut faire un truc un peu custom. On est assez flexible sur notre MSA, mais il faut que la base de notre contrat cadre, ce soit le nôtre. Sinon, ça n'aura aucun sens. Enfin, on ne va pas accepter des trucs. Après, on est dans une position de force, entre guillemets. On n'est plus la nouvelle startup qui vient de se créer. Voilà, on est leader européen, c'est acteur mondial. Donc, on peut se permettre aussi voilà, d'imposer un peu nos conditions. Pour d'autres startups, c'est peut-être plus difficile, mais donc, du coup, on leur impose. Parce que parfois, il y en a, ils envoient des trucs, c'est fait pour des vendeurs de produits, quoi. Et ils disent non, mais il faut qu'on passe par ça, il faut qu'on passe par ça, parce que en fait, ça n'a rien à voir avec les ventes de logiciels. Donc, du coup, on impose le truc généralement, enfin, en tout cas, ça fait 1 an et demi,
bosse avec les boîtes Fortune 500, parfois top 100, sont toujours acceptés de façon à traîner ça. Après, c'est juste de l'éducation client. Ils ont compris que c'était flexible, en fait. On pouvait changer les paiements, on pouvait changer la liability, le cap, tout ça, bah, ils se détendent un peu et après, bah, il y a des échanges nombrables qui sont faits sur des documents Word qui peuvent prendre jusqu'à 4 mois. Mais voilà. Donc, c'est comme ça que nous on fait. Je ne sais pas si je peux vous faire permettre. Ouais, je pense qu'on fait à peu près pareil. Enfin, c'est assez similaire. On a pour les petits changements, on définit les petits changements comme on veut, mais c'est aussi pour ça qu'on a cette condition contractuelle particulière qui est un champ conditionnel. Donc, si on a, ben, super, ça s'affiche. Si on n'a pas, on n'en parle même pas. Et si vraiment, enfin, on pousse au maximum nos CGS, et si vraiment on est sur du gros compte et qu'il y a un point qui bloque, on rajoute une annexe au contrat qu'on envoie par défaut. Mais clairement, dans la mesure du possible et dans 99% des cas, je dirais, on ne va pas retaper entièrement et reprendre des nouvelles conditions qu'ils nous imposent, parce que je suis complètement d'accord. Souvent, en plus, c'est des gens qui achètent des produits physiques, et donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on propose. Ça perd tout son sens. Voilà. Merci. Vous avez parlé des plusieurs templates. Vous avez parlé de plusieurs templates. Pourquoi ne pas conditionner les différents textes sur un seul template? C'est pour que je fasse un Je vais répondre. Alors, nous, on a une raison pour laquelle on a plusieurs templates. Bon, on a un Slides et un CSM, un en français et un en anglais, parce que c'est plus visible. Et là, je profite de la réponse d'un PM de chez GetAccept, parce que nous avons parfois des prix avec 3 centimes après la virgule, et je ne peux pas les afficher. Ah oui. Voilà, c'est clair. Voilà. Demain, j'en aurai deux pour moi. Il y a deux logiques qu'on a. Il y a dans le template lui-même, il y a les conditions, mais on a aussi une logique qui dit s'il y a des informations de HubSpot, je peux sélecter ou suggérer le template pour la personne. Alors, je peux utiliser l'information et normalement, il y a des templates pour les différents procès. Alors, si c'est un procès entreprise ou pas entreprise, normalement, tu sais cette information sur le CRM et je peux sélecter ou suggérer. Alors, ça, c'est une option. Alors, tous les produits comme ça ont ce problème. Okay. Et on ne veut pas que la personne doit penser c'est lequel template que j'ai besoin. Ah, pardon, j'avais dit. Non, pas trop bien. On a un peu dépassé sur le temps, comme d'hab, on est pas en avance. On avait prévu des petits groupes de discussion. Je ne sais pas si vous voulez les faire, sachant que j'ai oublié de vous donner les numéros à l'entrée. Donc, soit je vous les donne là, un par un, et on vous répartit un peu, soit on passe plutôt à la forward. Qui est pour qu'on fasse des groupes de discussion? Je trouve ça trop bien, à chaque fois on rencontre plein de gens, mais si vous voulez juste parler à vos amis, parlez à vos amis, mais en tout cas, sinon, essayez de vous mélanger, c'est toujours un peu plus sympa de rencontrer des nouvelles têtes. Et je pense qu'on est bon. Ouais, moi je veux juste vous dire qu'il y a du Wi-Fi. Et le Wi-Fi, non mais parce que je vois des gens qui sortent pour aller faire ce qu'ils doivent faire. Le Wi-Fi, c'est Stockly Guest pour le nom du Wi-Fi, et le mot de passe, c'est dièse give first. Et vous voyez venir, comme la conférence est finie, comme bientôt il y a l'apéro, juste avant, vous pouvez compléter l'enquête sur les salaires, comme ça on est sûr que tout le monde l'a fait en sortant. Bon voilà, mais comme Hello l'a dit, peut-être échanger les uns avec les autres, des gens que vous ne connaissez pas, aborder, n'hésitez pas. Merci à tous.